dans la... Voilà, l'enregistrement vient d'être lancé. Je suis très très content de vous retrouver. On va faire en sorte de couper vos micros si vous le voulez bien pour qu'on s'assure de bien pouvoir suivre la conférence dans de bonnes conditions. En tout cas, je suis super content de vous voir. Je vois plein de noms que je connais de partout en France. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, à nous dire d'où vous venez, où vous êtes. Pourquoi vous êtes là? Voilà, on est ravis en tout cas de vous accueillir sur cette masterclass pendant l'heure qu'on va passer ensemble. Donc, très très content encore une fois de partager ce moment avec vous. On va se donner allez, une petite minute pour démarrer le temps que les derniers arrivants nous rejoignent. Vous êtes déjà à peu près 120 à être rentrés dans la salle. On va se donner quelques secondes avant de démarrer. En tout cas, je vais m'efforcer de préserver et de garantir le timing qu'on vous a donné, c'est-à-dire 1 heure que nous allons passer ensemble. Je sais que j'ai la réputation de vouloir vous en donner beaucoup en peu de temps, donc ça va pulser. On va essayer de mettre du rythme dans cette conférence et de vous partager un maximum de choses. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que on a la chance d'avoir Benoît qui va gérer le chat pendant cette conférence pour que je puisse me concentrer le plus possible sur le contenu. Et je prendrai la peine, si le temps nous le permet en fin de conférence, je prendrai la peine de répondre à 2, 3, 4 questions que j'irai sélectionner dans le chat en fin de conférence. Mais en attendant la dernière partie, je me concentrerai évidemment sur le contenu que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. J'en profite également pour vous souhaiter une très très belle année 2025. Vraiment beaucoup de beaux projets, de belles aventures professionnelles à vivre. Euh, des choses qui fonctionnent, mais je vous souhaite aussi quelques bricoles qui fonctionnent moins bien, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on grandit, si on veut s'en donner la peine. Donc, je vous souhaite également que ce soit une année qui vous permette d'apprendre beaucoup sur vous, sur votre business, et que vous permette de devenir de meilleures personnes et de meilleurs professionnels de l'immobilier. Donc, encore une fois, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2025. Et puis, bah, salut David, salut Sébastien, salut Isabelle. Salut Olivier, il y a du Montpellier, il y a du Lille, Senlis, hier. Ouais, je pense qu'il doit y avoir quelques market centers Keller Williams connectés également. Donc nous sommes plus de 134 à être connectés. Certains d'entre vous, vous êtes des agents ou des leaders Keller Williams. Pour d'autres, vous êtes des invités. Et d'où que vous veniez, ben, j'ai grand plaisir à partager cette conférence avec vous et vous partager un maximum de valeur. Pour certains d'entre vous, il s'agira de contenu nouveau. Pour d'autres, il s'agira de certains rappels. Mais je crois que pour démarrer cette année, les rappels feront pas de mal. Allez, ce que je vous propose, a priori, c'est que tout fonctionne. J'avais prévu de vous poser la question, mais a priori, tout fonctionne bien. Généralement, vous êtes assez prompt dans le chat à nous dire si le son ne marche pas ou si la vidéo ne marche pas, mais a priori, ce n'est pas le cas. Donc, c'est que ça fonctionne. Et puis, je vous propose également de vous mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir suivre cette conférence, d'essayer de couper au maximum vos notifications, de prendre un peu d'eau comme c'est moi, comme je l'ai fait, un casque peut-être pour vous isoler, mais voilà, de vous mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir retenir un maximum de choses de cette conférence. Et puis, Mais un peu. on va aussi s'assurer que vos micros soient coupés. Et puis, peut-être certains d'entre vous, ben, vous ne me connaissez pas et c'est bien normal. J'aime bien me présenter sous la forme quelque part de mon parcours dans ces jolis métiers de l'immobilier. Vous avez une photo de moi en 2006, quand je suis à l'été 2006, au moment où j'ai intégré pour la première fois une agence immobilière sur Nice en tant qu'agent. Et puis ensuite, j'ai évolué en tant que directeur d'agence, d'une agence, puis de plusieurs agences, directeur de secteur. Et puis ensuite, j'ai monté mon organisme de formation et ma société de coaching pendant plusieurs années. C'est comme ça que certains d'entre vous, vous avez appris à me connaître. Et puis depuis début 2023, j'ai rejoint le groupe Keller Williams, dont je suis aujourd'hui le CEO. Et encore une fois, bah, ça me permet d'avoir vu différents cycles de marché. Ça m'a permis d'avoir vu différentes fonctions dans ce métier et de bien connaître votre réalité quotidienne et puis de vous partager bah, tout ce que j'ai envie de vous partager pendant l'heure qu'on va passer ensemble. Alors, en introduction, et pour lancer les festivités, hop, et puis je vais me mettre comme ça. Voilà, comme ça, je suis bien concentré sur le contenu. En introduction, ben, on va se le dire parce que c'est factuel et on va pas se mentir. Voilà un petit peu les derniers chiffres que l'on a à date. Ce sont des chiffres qui sont tirés du baromètre de la FNAIM qui est paru au mois de décembre et qui rappelle le volume de transactions qui ont été actées en France sur les dernières années. Donc on voit, mais vous le savez,
le pic qu'on a pu connaître au tournant de l'année 2021, on va dire, encore 2022, avec des périodes où on est monté jusqu'à 1 200 000 transactions sur une période de 12 mois glissant pour connaître, et là je vous apprends rien, la crise immobilière par laquelle que nous avons traversé ensemble ces 2 dernières années, presque 3 dernières années maintenant, qui nous ont conduit jusqu'à un niveau en 12 mois glissant autour de 750 780 000 transactions à fin 2024. Vous savez quoi? Je vous ai mis cette slide en introduction et puis je vais l'enlever très rapidement. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a dit ça, et c'est un contexte que vous vivez tous les jours au quotidien, et même si j'ai envie de le voir moi d'un point de vue pas si négatif, parce que bon, des années à 800 000 transactions, 750, 800 000, on en a connu plein dans les métiers de l'immobilier. Moi-même, j'en ai connu beaucoup des années à 750, 800 000 transactions. Ce ne sont pas des années où on parlait de crise immobilière, parce qu'il y a déjà suffisamment à faire avec cette volumétrie de transactions pour pouvoir déployer une activité de qualité quand on est un professionnel de l'immobilier. Mais c'est vrai que perdre 40% d'un volume de transactions sur un marché, presque 50% en volume, si on rajoute la baisse des prix et donc la baisse des honoraires qui est associée, ben c'est sûr qu'il y a peu de marchés qui se relèvent d'une perte en valeur de 50% de sa valeur. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, et en tant qu'entrepreneur, c'est ce que je vous invite à faire, c'est de se dire, OK, certes, c'est un constat, mais ce constat, on a peu de prise dessus. Tous autant qu'on est ici sur cette visio, on a peu de prise sur les taux d'intérêt, on a peu de prise sur le contexte économique et politique, on a peu de prise sur les enjeux géopolitiques. Bref, quelque part, ce que vous voyez là à l'écran, ben vous comme moi, on a assez peu de prise sur cette réalité-là. Et quand on est entrepreneur, ben, s'il y a bien quelque chose sur lequel on ne doit pas mettre trop son focus, c'est toutes les choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Et c'est pour ça que cette slide, je vais passer rapidement dessus, parce qu'une fois qu'on s'est dit ça, ben, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on s'adapte, etc. Et comment est-ce qu'on passe pas trop de temps sur cette réalité, mais plus quelque part sur ce qu'on en fait et ce qu'on peut réellement changer. Et l'autre manière également de voir les crises, c'est de se dire que derrière chacune de ces crises, eh ben, il y a des opportunités. Derrière de chacune de ces crises, il y a des cadeaux qui se cachent derrière ces difficultés et qui sont des occasions de changer, des occasions de s'adapter, des occasions de grandir, des occasions d'apprendre sur soi. Toutes ces périodes-là sont des formidables périodes pour ajuster des choses et pour pouvoir sortir plus fort, sortir grandi de ces périodes, pour mieux les vivre lorsqu'elles se représenteront. Et surtout, et c'est là aussi un des bénéfices de vivre des années de crise, c'est que finalement, un marché immobilier, il est parfois en excès d'offres, il est parfois en excès de demandes, et en fonction de ces deux réalités, ben, ce sont deux manières différentes d'appréhender son quotidien. Et quand on a connu une crise, ben, quelque part, on a connu toutes les typologies de marché possibles, et on sait les adaptations qui sont nécessaires à ces deux différentes typologies de marché. Et quand on connaît les adaptations nécessaires, ben on construit une entreprise qui devient beaucoup plus résiliente aux prochaines crises, parce qu'on sait à la fois s'adapter, si on a la capacité à lire les signaux faibles et à évoluer rapidement, et ben on a la capacité de s'adapter à des réalités très différentes, parce que oui, ça nécessite de changer certains comportements. Et ce qu'on se dit là, j'aime bien le résumer dans une citation que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent, qui n'est pas d'ailleurs attribuée à quelqu'un, qui est un proverbe en tout cas qui dit qu'un oiseau perché sur un arbre n'a jamais peur que la branche casse, parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes. Et finalement, c'est ça le cœur de ce que j'ai envie de vous partager pendant les 50 minutes qui va nous rester maintenant, c'est de se dire, OK, mais moi, j'ai pas peur que le marché s'écrase, j'ai pas peur que le marché reparte pas aujourd'hui, demain, après-demain, parce que finalement, j'ai suffisamment confiance dans mes capacités, suffisamment confiance dans ma capacité à m'adapter, suffisamment confiance dans ce que je vais faire évoluer sur moi et sur mon entreprise pour me permettre de résister, quelles que soient les situations, parce qu'elles ne dépendent que de moi et qu'elles ne dépendent pas des éléments extérieurs. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est de se dire, OK, quels sont les différents piliers sur lesquels je vais pouvoir bâtir et structurer mon entreprise immobilière en 2025. Et plus que ça encore, parce que c'est très important pour moi et c'est l'angle par lequel je vais essayer d'aborder cette conférence-là. Parfois c'est différent. Aujourd'hui, ce sera comme ça en tout cas. C'est oui, des éléments opérationnels, mais aussi des éléments qui vous permettent de vous dire, OK, si les méthodes sont universelles, s'il y a des réalités qui sont toujours les mêmes dans les métiers de l'immobilier, pour autant, il y a quelque chose qui est encore plus important que de maîtriser ces fondamentaux-là, c'est de savoir les adapter, savoir les incarner à sa propre personne et à sa propre vision du métier et de la vie. Et donc, on essaiera sur chacun des piliers qu'on va évoquer ensemble pendant cette conférence de voir comment les adapter,
de voir comment les aborder sous un angle et avec un regard qui va vous permettre de les adapter, de les modéliser à votre propre vision du métier d'agent immobilier. Là, vous êtes 172 à être connectés et il y a 172 versions du métier d'agent immobilier qui nous écoutent. Il y a 172 incarnations de ce métier, incarnations différentes de ce métier, parce qu'il n'y a de succès dans ce métier, de grand succès en tout cas dans ce métier, qu'à la condition qu'on soit pleinement aligné dans sa manière de l'exercer. Alors oui, on va regarder des choses très opérationnelles, et encore une fois, le format que l'on a aujourd'hui ne va pas nous permettre de rentrer dans un grand niveau de détail, mais surtout de vous amener à réfléchir sur comment est-ce que vous allez pouvoir adapter ces fondamentaux-là à votre propre vision et à votre propre entreprise. Le premier de ces piliers, c'est quoi? Et c'est important parce qu'on est en début d'année. Ben, c'est de structurer déjà les différents éléments de votre entreprise immobilière et de vous donner un maximum de clarté pour déployer votre plan 2025. On dit, et c'est une loi BOLD pour ceux qui sont familiers de ce programme qui existe dans l'écosystème Keller-Williams, on dit que la clarté, c'est le pouvoir. Très important, notamment dans ces périodes où on a pris le temps de refléter sur notre année 2024 et de se projeter avec envie dans l'année 2025, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je structure mon entreprise? Où est-ce que je veux l'amener en 2025? Et comment est-ce que je mets en place les briques de cette structure-là pour m'assurer qu'elle soit suffisamment solide et résiliente à cette année 2025? Et ça, c'est un petit process que je vous propose. On appelle ça une boucle de feedback. C'est de se dire, OK, d'abord, je vais essayer d'auditer mon entreprise, de faire un petit peu le bilan de mon entreprise immobilière. Une fois que j'ai fait le bilan et que j'ai analysé ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, comment est-ce que je vais me fixer des objectifs pour cette année 2025? Fort de ces objectifs, mettre en place un plan d'action ou me faire accompagner pour mettre en place ce plan d'action. Et puis évidemment, un plan d'action, ben, ça doit s'analyser, se mesurer, parce que ce qui ne se mesure pas ne se fait pas évoluer. Et donc, je l'analyse pour pouvoir de nouveau l'auditer et adapter mes objectifs et mon plan d'action à chacune de ces étapes. Donc, la première de ces étapes, c'est d'auditer son entreprise. C'est de se dire, OK, comment est-ce que je me dote d'outils pour savoir avec une grande clarté quels sont les différents niveaux d'efficacité de mon processus commercial. Ceux qui me connaissent savent que j'adore vous partager cette slide-là et de vous poser cette question-là, c'est déjà, en termes d'audit de mon entreprise, est-ce que je suis au clair avec les chiffres qu'on voit là à l'écran? Est-ce que je suis au clair avec les différentes étapes de ce processus commercial? Première de ces étapes quand on est agent immobilier, c'est la prospection, c'est la communication, c'est l'animation de son réseau d'apporteurs d'affaires, bref, toutes les actions qui vont me permettre de générer des opportunités de rentrer en contact avec des vendeurs. Ça génère un certain nombre de rendez-vous vendeurs. Un certain pourcentage de ces rendez-vous vendeurs vont générer des mandats exclusifs. Un certain pourcentage de ces mandats exclusifs vont générer des ventes. Un certain nombre de ces ventes vont générer forcément par le biais d'honoraires moyens un chiffre d'affaires qui va générer mon revenu à la fin. Et je suis toujours désespéré, 7 ou 8 ans plus tard, de continuer de partager cette slide-là. Et il est toujours important de se la remettre en tête, parce que quand je demande à des agents, à des conseillers immobiliers, s'ils connaissent leur taux de transformation à chacune de ces étapes, eh ben, il y a souvent un blanc dans la salle. Hyper, hyper important, vous pouvez encore le faire, d'analyser votre année 2024 et les précédentes si vous le souhaitez, de savoir, OK, j'ai fait tel chiffre d'affaires, mais pour ça, combien j'ai fait de ventes? Pour obtenir ce nombre de ventes-là, combien j'ai dû rentrer de mandats? Et pour obtenir ce nombre de mandats, combien j'ai dû générer de rendez-vous vendeurs? Hyper important d'analyser chacune de ces étapes pour savoir avec précision là où vous voulez mettre votre focus cette année. Vous n'allez pas pouvoir tout changer dans votre entreprise. Vous n'allez pas pouvoir tout améliorer, même si c'est ce qu'on aurait envie de faire. Là, on va faire jouer un petit peu la loi de Pareto, notre 20-80, et de se dire, OK, en 2025, quelle est la chose essentielle sur laquelle je veux mettre mon focus pour permettre d'avoir le plus grand levier d'amélioration de mon chiffre d'affaires? Et là, encore une fois, il y a autant de réponses qu'il y a de personnes à l'écran. Peut-être que certains d'entre vous, vous générez un grand volume de rendez-vous vendeurs, mais vous avez un taux de transformation de ces rendez-vous en mandat exclusif qui n'est pas suffisant. Alors, votre focus, ça va être comment est-ce que je vais travailler mon discours, comment est-ce que je vais améliorer la maîtrise de mes outils, peut-être mon book vendeur notamment, ma proposition de valeur, comment est-ce que je vais améliorer ça pour me permettre d'avoir un meilleur taux de transformation en mandat exclusif. Certains d'entre vous, et ça arrive, vous rentrez un certain volume de mandats exclusifs, mais peut-être que vous n'en transformez que 1 sur 2 en vente. Et là, vous avez un incroyable levier d'améliorer le taux de transformation de vos mandats exclusifs en vente, parce que vous allez mieux suivre vos vendeurs, faire vos baisses de prix, mieux travailler vos acquéreurs, bref, rendre plus efficace cette étape-là du processus pour aller avoir un levier incroyable, c'est avec le même nombre de mandats d'aller générer plus de chiffres.
Et puis parfois, c'est une question d'honoraire moyen. Je me souviens très bien, il y a presque 10 ans maintenant, je dirigeais des agences sur le secteur de Cannes. Et je me souviens très bien, lorsque j'avais pris en responsabilité ces agences-là, eh bien, qu'on avait un taux de commission moyen par transaction qui était très, très faible. Donc, il y avait une habitude de négocier les honoraires systématiquement et de faire finalement de l'agence la variable d'ajustement dans une négociation entre un acquéreur et un vendeur. Et en fait, on se rend vite compte qu'en venant améliorer ce taux-là, même de 1 point, eh ben, on allait améliorer de 200 000 euros le chiffre d'affaires de l'agence, juste en mettant notre focus et en mettant des process en place pour améliorer cette chose-là. Donc, ce que je vous propose là, et faites ce travail, c'est de poser ces chiffres-là. Si vous êtes chez Keller Williams, vous avez des outils pour le faire et des gens pour vous accompagner pour ça. Ben, c'est de poser ces chiffres-là, de regarder les endroits où vous pouvez vous améliorer et de vous dire quel plan d'action je mets en place pour améliorer spécifiquement ce sujet-là, pour avoir le plus grand levier possible. Parce qu'on a cette tendance naturelle à se dire, pour faire 25% de chiffre d'affaires supplémentaire, il faut que je rentre 25% de mandats en plus. Et ce n'est pas toujours aussi simple que ça, parce que parfois, vous générez suffisamment d'activités pour obtenir ce plus 25% de mandat. Pas la peine d'aller prospecter plus, parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut en améliorant votre taux de transformation pour aller chercher ce chiffre d'affaires supplémentaire. Donc ça, c'est la première des choses, c'est d'auditer l'état de votre entreprise en termes de modèle, en termes de modélisation du processus commercial et de voir où est-ce que vous pouvez porter votre attention en priorité. La deuxième des choses dans notre processus, une fois qu'on a audité ça, c'est d'aller vous fixer des objectifs. Je vous le disais, ça peut être un objectif d'aller améliorer 1 point de votre processus commercial. Et puis, il y a un objectif qui surpasse tous les autres, et je vous le dis régulièrement, je l'appelle le nombre d'or, c'est combien d'estimations, combien de rendez-vous vendeurs je dois générer chaque semaine pour être sûr d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. Combien je dois générer de rendez-vous vendeurs chaque semaine pour être sûr d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. Et c'est la seule chose à suivre. C'est le premier domino. On connaît bien ce terme-là chez Keller Williams. C'est le premier domino. Le premier domino, c'est quoi? C'est générer des rendez-vous vendeurs, parce que de ça, je sais que forcément, il y a du chiffre d'affaires à un moment ou à un autre qui va rentrer. Et il faut déterminer combien de rendez-vous je vais devoir générer chaque semaine. Et pour ça, j'ai pris des comptes ronds pour faire simple dans mon exemple. Je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. J'ai des honoraires moyens de 10 000 euros. Il faut donc que je fasse 10 ventes dans l'année. Pour faire 10 ventes dans l'année, si dans mon audit, j'ai vu que je transformais 80% de mes mandats exclusifs en vente, il faut que je rentre 12 mandats exclusifs. Si j'ai vu dans mon audit que pour rentrer 12 mandats exclusifs, il faut que, parce que j'en transforme 1 sur 4, que je rentre 4 fois plus de rendez-vous vendeurs, il va falloir que je rentre 48 rendez-vous vendeurs dans mon année. Et si, et j'ai pris des comptes ronds pour faire simple, je travaille 48 semaines dans l'année, ça veut dire que je vais devoir générer un rendez-vous vendeur par semaine. D'accord? Donc c'est un exercice qui est simple à faire, il y a des outils pour ça. Et s'il n'y a pas d'outils, je pense que vous pouvez le faire sans avoir besoin d'outils pour ça. Mais c'est de se dire, je vais aller chercher le nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est quoi? Combien de rendez-vous je dois générer chaque semaine? Et comme je connais mon taux de transformation, je sais que de ce nombre de rendez-vous vendeurs va générer forcément un nombre de mandats et un nombre de ventes mécaniquement. Mais je mets encore une fois mon focus sur une seule et unique chose, ce chiffre-là. D'accord? Et c'est la seule chose que je suis parce que ce chiffre, il est prédictif de ce qui va se passer dans mon entreprise demain. C'est un chiffre qui prédit ce qui va se passer demain. Quand vous analysez votre entreprise au regard de votre chiffre d'affaires, vous êtes en train d'analyser ce qui s'est passé hier. Ça vous est d'aucune utilité pour savoir quoi faire demain. Par contre, une information qui, elle, devient prédictive de ce qui va se passer dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors c'est quelque chose sur lequel vous avez de la prise. Et là, vous pilotez votre entreprise en grande proximité. Parce que c'est quelque chose que vous pouvez corriger, et on va le voir après. Et donc, à partir du moment où vous suivez des chiffres que vous pouvez corriger d'une semaine sur l'autre, alors vous avez la possibilité d'avoir un impact réel sur le développement de votre entreprise et avoir vraisemblablement plus de régularité. Pourquoi? Parce que souvent on me dit, Sébastien, ce métier, c'est l'ascenseur émotionnel. Et quelque part, cet ascenseur émotionnel, c'est une forme d'irrégularité dans notre activité. Et cette irrégularité, elle est liée à quoi? Elle est liée au fait qu'on est tout le temps dans un schéma, je stocke des mandats, je déstocke. Je stocke des mandats, je déstocke. L'idée, c'est de se dire, à partir de maintenant, comme je suis mon nombre de rendez-vous vendeurs hebdomadaires, j'arrive à avoir une activité qui est beaucoup plus linéaire, parce qu'à mesure que je sors des mandats, je sais que je génère des opportunités d'en rentrer des nouveaux. Et donc, j'ai un flux d'activité qui est beaucoup plus régulier. Et avec cette régularité vient la sérénité que chacun et chacune d'entre nous, on attend en tant qu'entrepreneur, parce que je sais que j'ai une forme de constance dans le développement de mon business. Une fois qu'on a fait ça, c'est de se dire, OK,
Maintenant, il va falloir que je m'organise pour ça. Et là, je voulais mettre mon focus sur un point spécifique, c'est que souvent on me dit, Sébastien, c'est quoi l'agenda type d'un conseiller immobilier? Hein, c'est quoi l'organisation idéale? Par quoi je commence le matin, par quoi je finis le soir? Mon intuition, mon avis par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas d'agenda type, il n'y a pas d'organisation spécifique qui serait applicable à tout le monde. Je vous le dis depuis tout à l'heure, l'idée, c'est d'aller adapter ces fondamentaux du métier à votre réalité à vous, votre entreprise à vous, et ce que vous avez envie de créer avec cette entreprise-là. Et donc, à partir de là, ben, ça demande simplement d'avoir des blocs-temps, parce que c'est vrai que ce qui n'est pas à l'agenda, ça n'existe pas. Donc oui, je vais avoir une organisation, évidemment, mais cette organisation, elle va être à positionner dans un certain ordre, et ça devient l'ordre de mes priorités. Et donc, la première de ces priorités, et on y reviendra peut-être plus tard, ben, c'est du temps pour vous. Et je sais que là, on est en train de parler de comment je construis mon business pour 2025. Et ben, la meilleure des manières de construire un business dans lequel je vais être performant et épanoui, ben, c'est d'abord de positionner les temps pour moi en tant que personne et tout de suite après les temps en famille, amis, donc tous les temps de sociabilité. Et ça, c'est des temps qui sont à sanctuariser. Vous êtes dans ces débuts d'année, je sais qu'on est tous un peu dans les bonnes résolutions, et c'est de se dire, OK, moi, ce dont j'ai besoin pour me sentir bien dans ma peau, bien dans ma vie, en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'entrepreneur, ben, c'est d'aller positionner 2 heures dans la semaine où je sais que je vais aller nager. Je vais positionner 1 heure dans la semaine pour lire un bon livre. Je vais positionner 1 heure, 3 fois 1 heure dans la semaine pour aller faire du yoga ou du pilates. Peu importe ce que chacun et chacune d'entre vous, vous allez y mettre, pour vous, vous y mettiez des choses qui vous mettent en énergie. C'est un métier qui est incroyablement difficile, qui demande beaucoup de résilience, une charge émotionnelle très élevée, et c'est important de se préserver dans ce contexte-là, et à ce titre, d'abord de positionner ces temps-là dans votre activité, parce que ce qu'on cherche à faire là, c'est bâtir un business au service de votre vie. Alors mettez les éléments qui sont importants de votre vie dans cet agenda-là, et puis après, on va commencer à mettre les priorités business. La première d'entre elles, évidemment, ce sont les temps de prospection. Et dans prospection, il faut que vous entendiez prospection physique, prospection téléphonique, prospection digitale, aller échanger avec des commerçants, animer votre sphère d'influence, vos ambassadeurs, vos apporteurs d'affaires. Bref, mettez-y toutes les stratégies de prospection possibles, mais elles sont sanctuarisées elles aussi dans votre agenda à des moments où vous savez que vous êtes en capacité de le faire, en énergie pour le délivrer. Et surtout, vous savez que derrière chacun de ces temps-là, il y a la nécessité d'aller chercher les fameux rendez-vous vendeurs qu'on a identifié tout à l'heure. Et donc, vous savez pourquoi vous faites cette activité-là dans ce temps-là et qu'est-ce que vous cherchez à obtenir. Si vous avez pour objectif de vous garantir d'atteindre votre chiffre d'affaires parce que vous devez générer un rendez-vous vendeur par semaine, alors je sais pourquoi j'ai ces blocs de prospection dans mon agenda. Je sais que à partir du moment où dans ces blocs de prospection, j'ai généré mon rendez-vous vendeur de la semaine, bah alors je sais que mon activité elle a du sens et je sais pourquoi je prospecte et pourquoi je communique. Donc d'abord des temps dédiés à votre activité de communication et de prospection. Je lis ça tout de suite après, et ça vient tout de suite après, à tout ce qui est création des contenus, parce que communiquer et prospecter, ça demande un peu de temps de création, que ce soit de la création de contenu digital ou de la création de contenu plus physique, ça demande de poser un temps dédié à faire ce travail, que certains disent administratif, mais qui n'en est pas, hein, qui est plutôt un travail marketing, de créer les contenus nécessaires pour avoir une communication, et on va y venir après, et une prospection encore plus efficace. Ensuite, vous avez les créneaux qui sont dédiés au rendez-vous avec vos prospects, qu'ils soient prospects vendeurs ou prospects acquéreurs. Ça peut être vos temps de visite. Hein. Dans rendez-vous prospect, je mets autant vos rendez-vous d'estimation que vos rendez-vous de visite. Tout de suite après, les rendez-vous de suivi. Ça aussi, vous avez un créneau dans votre agenda qui est dédié au suivi de vos vendeurs et au suivi de vos acquéreurs. C'est pas quand j'y pense, ah c'est vrai, il faudrait que je rappelle mes vendeurs. Ah tiens, c'est vrai qu'il faudrait que j'aille refaire une petite repasse d'appel aux 20 derniers acquéreurs qui m'ont contacté sur mes mandats. Non, j'ai un créneau qui est dédié dans mon agenda. Ça peut être 2 heures dans la semaine, 3 heures dans la semaine, mais je sais que ce créneau, encore une fois, il est sanctuarisé, il est dédié à une seule chose, suivre mes clients et m'assurer d'aller générer du nouveau business ou d'aller mieux concrétiser mon business parce que je vais bien suivre, et on verra après, mes clients, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs. Et à la fin, et seulement à la fin, je mets mon activité administrative, la gestion de mes emails, mes dossiers notaires si c'est le cas, le suivi des offres de prêt, tout votre travail administratif. Quand je questionne dans une salle quand est-ce qu'on traite les mails et par quoi on démarre la journée, eh bien pour beaucoup, c'est je démarre la journée par traiter mes mails. Et quand vous traitez les mails en démarrant votre journée, vous traitez les priorités des autres.
quand vous traitez vos emails dans des créneaux bien dédiés dans votre journée, vous avez le droit de les traiter plusieurs fois dans votre journée, mais vous avez des créneaux qui sont dédiés à ça, vous savez que quand vous ne faites pas ça, vous êtes concentré sur autre chose, et que quand vous vous mettez sur le fait de traiter les sollicitations, ben cette fois, vous allouez du temps à répondre aux sollicitations des autres. Mais quand on démarre notre journée par ça, en réalité, on démarre par euh, les priorités des autres. Alors, je sais que parfois, c'est oui, mais mes demandes se loger, le bon coin, elles ne peuvent pas attendre une demi-journée. C'est sûr que si on est en mandat simple, ça peut d'autant moins attendre la demi-journée. Et on y viendra après quand on parlera du mandat exclusif. C'est que c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de maîtriser son agenda et de le construire à sa main quand on a construit son business sur un socle de mandat exclusif que quand on court après les mandats simples. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis la quatrième dimension de cette boucle de feedback, très rapidement, hein, c'est le fait d'analyser les résultats de ce qu'on est en train de se dire. C'est de se dire, OK, j'ai une réunion avec moi-même tous les vendredis dans 15 minutes, et puis je vais me poser et me dire, OK, est-ce que cette semaine, j'ai atteint ou pas le nombre de rendez-vous vendeurs que je devais atteindre? Si la réponse est oui, c'est à gauche de la slide, je vais poursuivre mon plan d'action tel quel. Je sais que je suis sur les rails pour atteindre mon objectif. Si je n'ai pas atteint le nombre de rendez-vous que je devais atteindre, première question à se poser, est-ce que le plan d'action que j'avais mis en place, il a été respecté? S'il a été respecté, qu'est-ce que je dois faire évoluer dans ce plan d'action pour qu'il soit plus efficace? Est-ce que c'est la valeur que j'apporte dans ma communication? Est-ce que c'est la fréquence des points de contact? Est-ce que c'est ma régularité dans mon activité? Et je vais aller regarder comment j'améliore les choses. Et puis, ou alors, est-ce que le plan d'action a été respecté? Non. Et si c'est le cas, comment est-ce que je mets la discipline pour la semaine suivante, compenser ce qui n'a pas été fait cette semaine-là, pour aller chercher cet objectif-là et compenser ce qui n'a pas été atteint la semaine suivante? Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui permet d'avoir de la régularité et de piloter son entreprise en grande proximité, parce que d'une semaine sur l'autre, d'une quinzaine sur l'autre, je suis capable de faire les ajustements pour mon entreprise pour m'assurer que je vais atteindre mes objectifs in fine. Dans votre cas à vous, on parle de rendez-vous vendeur, mais tous les business ont cette même problématique et tout le monde a un chiffre. Dans mes activités précédentes de formation et de coaching, eh ben, c'était combien est-ce qu'on génère d'appels téléphoniques, de renseignements sur nos formations et nos programmes de coaching par jour. Et je savais, compte tenu des taux de transformation, de combien on en avait besoin chaque semaine pour être sûr d'atteindre nos objectifs. Voilà. Et ça, c'est valable pour toutes les entreprises. C'est un côté un peu industriel des choses. Mais là, ce que je voulais vous dire par rapport à ce que je vous dis depuis le début sur l'incarnation, c'est comment est-ce que je construis ça, cet objectif, ce plan d'action, autour de ce pourquoi j'ai créé ce business. Vous avez tous des objectifs qui sont plus grands que des objectifs business. Votre entreprise, votre activité de conseiller immobilier, d'agent immobilier, c'est une activité que vous mettez au service de quelque chose de plus grand. Et être au clair sur ce pourquoi vous le faites, ça donne de la puissance à vos objectifs et à votre plan d'action. Et on est en début d'année, il y a plein d'outils pour créer ces objectifs, etc. Je vous partage, moi, à titre personnel, tous les ans, je réalise ce qu'on appelle un vision board. D'accord? Donc, je vais mettre ma vision de mon année dans un. Alors, dans mon cas, moi, c'est souvent un A3, hein, quelque chose d'assez grand, d'assez visuel, sur lequel je vais mettre un petit peu les grands objectifs de mon année et je vais y mettre des images derrière. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais plus si c'était en 2018 ou 2019, dans mes activités de coaching à l'époque, j'avais fixé un objectif en début d'année qui était plutôt très ambitieux, qui était un objectif de chiffre d'affaires, mais qui était alloué à un nombre d'heures que j'allais consacrer par semaine et un nombre de semaines de travail que j'allais avoir dans l'année. Parce que ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'était de pouvoir préserver du temps de qualité pour mes enfants qui étaient en bas âge. Et donc, j'avais non seulement mis un objectif de chiffre d'affaires qui était ambitieux, mais j'avais mis entre guillemets des contraintes, et elles étaient visuelles sur mon document, en nombre d'heures que je voulais allouer à mon activité chaque jour, chaque semaine, et en nombre de semaines de travail dans l'année. Je ne vous cache pas que c'était assez peu d'heures dans la semaine et assez peu de semaines dans l'année. Et ça, je l'avais visualisé sur mon document avec tout ce que ça permettrait d'accomplir. Il y avait des photos de voyages qui étaient programmées ou que j'avais envie d'offrir à mes enfants. Il y avait des photos de cadeaux que l'on voulait se faire. Il y avait des photos de projets, d'investissements. Il y avait voilà, plein de choses très visuelles qui permettaient de connecter cet objectif business à un objectif bien plus grand qui était le plus important pour moi cette année-là, en l'occurrence. Et je vous invite vraiment à faire ce travail-là parce qu'il y a autant d'objectifs qu'il y a de personnes et ils sont tous louables, ces objectifs. Vous avez le droit de vouloir faire 30 000 euros, 40 000 euros de chiffre d'affaires en allant chercher vos enfants à l'école tous les jours. Si c'est votre objectif et c'est la manière dont vous avez envie de construire votre business immobilier, c'est tout à fait respectable. Si vous avez envie d'aller faire 400 000 euros de chiffre d'affaires et de tout faire pour l'atteindre parce que ça va vous permettre d'obtenir X, Y et Z, c'est tout aussi respectable. Pourvu qu'on aligne
l'objectif avec les actions qu'on veut mettre en place et qu'on mette de la cohérence et de l'alignement dans tout ça. Parce qu'on verra que c'est hyper important, cette notion d'alignement et de cohérence, pour être certain de garder la constance toute l'année. Ça, c'était notre premier pilier sur la structuration de son activité. Deuxième pilier, une fois qu'on s'est dit tout ça, ben c'est évidemment le premier domino qu'on évoquait tout à l'heure, c'est comment est-ce que je vais attirer un flux constant de prospects vendeurs pour devenir le choix évident sur mon marché. D'accord? Je regarde l'heure, il ne faut pas que je traîne si je veux respecter le timing. Là, je vous partage des concepts que certains d'entre vous m'avaient déjà entendu évoquer à de multiples reprises. C'est cette idée que pour attirer à soi des prospects en continu, ben on va être au carrefour de trois grandes dimensions qu'on a là. Comment est-ce que ma communication, elle apporte de la valeur à mon marché? C'est le caractère intentionnel de ma communication, et c'est là-dessus qu'on va rentrer en détail juste après. Comment est-ce que cette communication, je la rends hyper visible pour être omniprésent sur mon territoire, qui encore une fois est un territoire physique et digital? Et comment est-ce que ces actions-là, je les mène avec suffisamment de régularité et de fréquence dans le temps pour m'assurer évidemment d'avoir des résultats, parce qu'on fait un métier, c'est de la vente en cycle long, et les actions d'aujourd'hui sont des résultats dans plusieurs mois. C'est une des grandes difficultés de notre métier, de pouvoir garder cette régularité et cette constance dans le temps. Maintenant, si on se focus sur cette notion d'intentionnalité, c'est quoi? L'intentionnalité, c'est quelqu'un qui agit avec l'intention de démontrer son affection ou son intérêt pour les autres, et ce, de manière désintéressée. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire de sortir d'un schéma de prospection, ou dit autrement de communication, qui est intéressée, c'est pour moi, à une prospection et une communication qui devient intéressante pour les personnes que je souhaite servir. Dit autrement, ça veut dire quoi? Finalement, pour attirer des gens à moi, je peux dire plein de choses. Je peux le dire, si je veux convaincre quelqu'un que je suis la bonne personne pour l'accompagner, je peux le dire. Je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le meilleur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je vais vouloir dire que je suis la bonne personne pour accompagner les gens. Première chose, de toute évidence, pas la plus efficace. Deuxième chose possible, je vais le faire dire. Ça, c'est le pouvoir de la preuve sociale. La recommandation, les témoignages, le bouche à oreille, les apporteurs d'affaires. Tout ça, c'est quelque part des gens, je vais faire dire par d'autres gens que je suis la bonne personne pour accompagner des projets immobiliers. Ça, c'est intéressant. Et il y a encore quelque chose d'encore plus puissant sur lequel on va se concentrer, c'est que pour aider quelqu'un, pour démontrer à quelqu'un que je suis la bonne personne pour l'aider dans son projet, ben la meilleure des choses à faire, c'est de l'aider déjà dans son projet, y compris de manière précontractuelle. Je vais aider les habitants de mon territoire dans leur projet d'achat et de vente à avancer dans leur réflexion immobilière, y compris avant même qu'elles aient décidé de travailler avec moi. Là, on va faire travailler le principe de réciprocité. Tu ne vas pas avoir d'autre choix que de vouloir travailler avec moi en tant que professionnel de l'immobilier, parce que déjà en amont de ton projet, je t'ai aidé à avancer dans tes réflexions. Et pour ça, ça va demander finalement d'accepter cette part d'incertitude liée au fait que je vais donner du contenu, je vais donner du conseil, je vais apporter de la valeur à mon marché, y compris avant même qu'ils aient décidé de travailler avec moi. Et on n'est jamais trop généreux dans sa communication, sa prospection et ce qu'on veut apporter aux habitants de notre territoire. D'autant plus si j'y rajoute une couche, souvent on me dit, Sébastien, tu comprends, sur mon territoire, il y a trop de concurrence. Ça fait 20 ans que je l'entends. J'ai travaillé sur des secteurs, que ce soit à Menton, à Cannes, à Nice, sur des secteurs où, sur une ville comme la ville de Menton, c'est 30 000 habitants et c'était 180 agences immobilières. Donc de la concurrence, il y en a toujours et généralement, elle se régule avec le potentiel du marché. Par contre, il n'y a jamais trop de concurrence, mais il y a un problème de différenciation. Comment est-ce que je fais la différence entre deux agents? Comment est-ce que je vais choisir la personne qui va m'accompagner dans mon projet immobilier pour les prochains mois? Et là, la question qui va se poser, c'est la question de l'authenticité. Il n'y a rien de plus magnétique qu'un professionnel qui communique de manière authentique, qui est comme il est, avec ses qualités, ses défauts, ses imperfections. Mais Dieu merci, toujours beaucoup plus important que de jouer le rôle de l'agent immobilier. Je vous passe des anecdotes que je vous cite très souvent, mais de personnes qui voulaient quelque part jouer le rôle de l'agent immobilier et faire ce qu'on fait très souvent tous en tant qu'être humain, c'est se comporter comme on pense que les gens voudraient qu'on se comporte. Je vais me comporter comme je crois que les gens qui sont en face de moi voudraient que je me comporte. Et là, je vais rentrer dans un cycle où je vais jouer à l'agent immobilier, je vais faire ce que je crois être bon, plutôt que de faire ce qui est juste aligné et cohérent avec qui je suis et l'incarnation que je veux avoir de ce métier. Mais pour pouvoir déployer une communication incarnée, il faut plusieurs choses. Et la première des choses, c'est ce qu'on appelle avoir une forme de consonance,
hein, par opposition à la dissonance entre ce que je suis intrinsèquement, ce que je dis dans ma communication et ce que les gens ressentent à mon contact. Il n'y a rien de plus magnétique et puissant que quelqu'un qui est parfaitement aligné entre qui il est, ce qu'il raconte dans sa communication et ce que les gens vont ressentir à son contact. À partir du moment où il y a la moindre dissonance entre ces trois dimensions, vous pouvez être certain que les gens, c'est le cerveau qui veut ça, c'est que qui dit dissonance cognitive dit fuite. Parce que je perds confiance. J'ai le sentiment qu'il y a un truc qui cloche chez mon interlocuteur, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné entre ce qu'il est, ce que je ressens à son contact, et ce qu'il dit de lui ou ce que les gens disent de lui. Et à partir du moment où il y a cette dissonance, il y a généralement une perte de confiance et la volonté de fuir par votre interlocuteur. Donc ça demande de se poser un certain nombre de questions. Qui je suis finalement? Je rentre moi-même dans ma 40e année en 2025. Et c'est un travail presque de chaque instant, hein, pour chacun et chacune d'entre vous, ou ceux qui ont envie en tout cas d'emprunter ce chemin de développement personnel, de se poser régulièrement la question, de dire, mais finalement, qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Euh, Qu'est-ce qui fait que je suis comme je suis? Et d'aller parfois creuser dans des sujets qui fâchent un petit peu, dans nos croyances, dans nos constructions, etc., pour retrouver le chemin de ce que j'ai vraiment envie d'accomplir, de ce que j'ai vraiment envie d'apporter au monde, et d'être certain d'aller aligner votre entreprise avec ce que vous avez envie d'apporter au monde. Et on est tous là pour une raison particulière. Je vous partage peut-être mon plus gros apprentissage de l'année 2024, mais qui est que on a tous des blessures, plus ou moins grandes, mais on a tous vécu ce qu'on a vécu dans notre vie. Et de ces blessures, ben, on naissent généralement des dons. Parce que pour contrecarrer ce qu'on a vécu, ben, on va développer des compétences pour pouvoir passer au-delà de ces blessures. Et derrière chacune de ces failles, ben, il y a de la lumière. Et derrière chacune de ces failles, il y a des choses que l'on a déployées, des choses que l'on a apprises et qui sont la raison pour laquelle on est ici, en ce monde, pour les partager au plus grand nombre. Et vraiment faire ce travail sur soi va beaucoup vous aider à voir comment vous avez envie d'aborder votre entreprise immobilière, comment vous avez envie de l'aligner avec ce pourquoi vous êtes là et ce que vous avez envie d'offrir au monde. Et à partir de là, vous verrez que la question de qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je dis, comment je me comporte, elle ne se pose plus parce que ça devient hyper naturel. Et avec ce comportement très, très naturel vient l'attractivité du business. Ça demande d'accepter qu'on ne plaît pas à tout le monde. Ça demande d'accepter que ben, il y a des gens qui vont vouloir travailler avec vous, des gens qui ne vont pas vouloir travailler avec vous. Mais vous avez beaucoup plus d'impact pour votre entreprise d'avoir 100% des gens qui connectent avec ce que vous êtes vraiment, qui ont envie de travailler avec vous, que de vouloir plaire à tout le monde, mais finalement de rester en superficialité et de ne jamais être celui qui va réellement impacter votre interlocuteur. Et on le voit très souvent, on connaît des agents qui réussissent de manière très très forte, etc. Et on voit bien que très souvent, il y a des personnalités très affirmées, très sharp, qui plaisent pas, mais en tout cas qui sont très directs et très clairs, très lisibles. Et à partir du moment où c'est lisible, je sais à qui j'ai affaire. Et quand je m'engage dans un projet qui est parmi les plus importants de ma vie, savoir à qui j'ai affaire et être sûr que c'est aligné, c'est fondamental. Et donc, c'est ça, en fait, que je dis quand je dis que vous allez attirer du business par votre communication intentionnelle, parce que vous allez passer de l'agent intéressé qui veut attirer les gens parce qu'il promet. On va faire des promesses de performance et on espère attirer les gens avec ça. Au conseiller qui devient intéressant parce qu'il va attirer pour ce qu'il veut donner, ce qu'il veut apporter comme valeur, comment il veut accompagner les gens et les habitants de son territoire, au conseiller immobilier qui va être incarné, qui va attirer les gens pour ce qu'il est fondamentalement, bien plus que toute autre chose. Et ça, je ne rentre pas dans le détail parce que je vous en ai beaucoup parlé juste avant. Voilà, ça demande vraiment de se poser un certain nombre de questions. Donc, pourquoi vous faites ce métier? C'est quoi votre vision de cette profession? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Cette question très puissante, qu'est-ce qui manquerait le plus à vos proches si vous n'étiez plus là demain? Et vous verrez que ben, vous allez trouver aussi votre essence de ce que vous avez à apporter au travers des réponses que vous allez avoir avec ces questions-là, qui vont vous aider dans votre communication. Ce qui va beaucoup vous aider aussi, et je resterai là-dessus, c'est dans cette volonté d'apporter de la valeur aux habitants de votre territoire, c'est de très régulièrement vous poser un certain nombre de questions qui vont vous aider à savoir comment communiquer, quoi écrire et quoi dire dans votre communication. Notre métier, c'est de permettre à un maximum d'habitants de nos territoires d'accomplir avec succès leurs projets immobiliers. Et pour ça, ben encore faut-il être capable d'avoir cette qualité, la première probablement d'un agent qui réussit, c'est l'empathie. Et cette empathie, ça va être cette capacité de vous mettre dans les bottes de manière sincère de vos interlocuteurs, acheteurs ou vendeurs sur votre territoire. Et pour ça, je vais vous inviter à vous poser un certain nombre de questions. Très régulièrement, une fois, peut-être tous les mois, tous les deux mois peut-être, vous allez vous poser, vous allez vous dire, OK, si aujourd'hui je suis un vendeur, je suis un propriétaire qui veut vendre sa maison ou son acheteur sur mon territoire, mon village, mon quartier, mon arrondissement, ma ville,
En janvier 2025, je vais me poser un certain nombre de questions. De quoi est-ce que j'ai le plus peur en tant que vendeur? Quelles sont mes interrogations? Quels sont mes doutes? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que je désire? À quoi j'aspire? Vous posez ces 6 questions à un moment concret, sur un territoire concret, va vous amener des réponses très précises pour créer le contenu qui va réellement impacter les gens. Par exemple, en janvier 2025, si je suis un vendeur sur tel quartier de Nice, eh bien, peut-être que j'ai des questions parce que je sais qu'il y a tel projet d'aménagement du territoire qui est en train de se mettre en place. Je sais que ma ville, elle devient plus ou moins attractive. Je sais que le marché, il a évolué de telle ou telle manière. Et peut-être qu'adossé à ça, au moment de lancer mon projet, ben, j'ai un certain nombre de peurs, d'interrogations, de doutes sur comment mener ce projet, comment le réussir. Mais la question que se pose le vendeur, elle est pertinente au fait qu'on est en janvier 2025 sur Nice. Probablement que je ne me pose pas les mêmes questions, que je n'ai pas les mêmes peurs et pas les mêmes doutes au mois de mars 2024 à Biarritz. Et donc, vous, faire ce travail de vous poser régulièrement cette question, si je suis vendeur aujourd'hui, à cette date-là, sur mon territoire à moi, quelles sont mes peurs, mes doutes et mes interrogations? Et là, vous commencez, quand vous faites ce travail-là, à lister des dizaines parfois de sujets qui sont des sujets de contenu que vous pouvez créer ou des réponses que vous devez pouvoir apporter aux gens qui se posent cette question-là. Quelles conséquences de l'installation du IKEA, de je ne sais pas quoi, sur l'immobilier dans ma ville? Quelle est la conséquence de ce nouveau rond-point? Quelle est la conséquence de ce lycée qui a obtenu le prix je ne sais quoi? Euh, Quelles sont les étapes pour réussir son projet immobilier en janvier 2025? Quel impact de la prochaine loi de finances? En fait, le fait de se poser la question avec une forme de temporalité précise et sur un territoire donné vous garantit de pouvoir produire du contenu dont vous êtes certain qu'il va intéresser les propriétaires vendeurs de votre territoire à chaque instant. Et de faire ça avec les vendeurs et les acheteurs régulièrement vous permet de continuellement être certain que vous allez apporter de la valeur aux gens qui ont des projets immobiliers sur votre territoire. Voilà ce que je voulais vous partager. Troisième pilier, et j'avance rapidement, on a parlé de la structuration de son activité, on a parlé de la prospection, de la communication et de comment la rendre la plus authentique possible. Maintenant, on va chercher à viser le 100% mandat exclusif. Alors pourquoi est-ce que je dis 100% mandat exclusif? Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure quand on fixait les objectifs. Quand on analysait l'objectif, j'ai toujours marqué mandat exclusif dans mon entonnoir. Je n'ai pas parlé des mandats simples. Pourquoi? Parce que quand je vais fixer mon objectif, je dois me fixer un objectif sur quelque chose de suffisamment solide et fiable pour être certain que l'objectif que je suis en train de me donner, il est réellement tenable et il ne dépend que de moi. Parce que si je viens rajouter dans l'équation les mandats simples, alors je commence à construire des objectifs pour mon entreprise sur du sable. Je commence à construire des objectifs pour mon entreprise sur quelque chose sur lequel j'ai beaucoup moins de maîtrise que si je le construis uniquement sur des mandats exclusifs. Et aller fixer un objectif en nombre de mandats exclusifs pour atteindre votre objectif de chiffre d'affaires, ça va vous garantir que vous allez tout faire pour aller le chercher, vous garantir que vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir ce chiffre d'affaires, et puis vous donner une petite soupape, parce que dans ce cas-là, vous savez que vos mandats simples, ça devient du bonus pour atteindre plus facilement votre objectif ou dépasser votre objectif, mais vous ne construisez pas cet objectif-là en rajoutant dans l'équation quelque chose sur lequel on a trop peu de maîtrise. Et là, la question déjà, avant toute autre chose sur cette question du mandat exclusif, c'est déjà de croire que de viser le 100% mandat exclusif dans un objectif à terme, ben, c'est quelque chose qui est possible. Ce sont des proportions qui existent chez beaucoup de très gros performeurs dans notre industrie, et ça demande déjà de se dire que c'est possible. Et puis la deuxième des choses, juste pour changer un petit peu le paradigme, souvent on croit que pour rentrer des mandats exclusifs, je dois apprendre comment faire pour avoir des mandats exclusifs. Quelles sont les stratégies et les méthodes qui vont me permettre à comprendre comment je peux aller les avoir, ces mandats exclusifs? Comment est-ce que je peux aller les capter, les obtenir? D'accord? Je suis dans quelque chose qui est de l'ordre d'aller posséder des mandats exclusifs et de voir comment je mets en place des méthodes pour y arriver. Mais peut-être si on change un petit peu le paradigme, c'est de se dire, le mandat exclusif, c'est autant un sujet de méthode pour en avoir que de comportement à adopter. Et c'est de se dire, tiens, si je change mon regard et que je mets la lumière différemment, c'est de se dire, OK, mais comment est-ce que je vais peut-être apprendre à en avoir des méthodes, mais surtout apprendre à être exclusif. Parce que avoir des mandats exclusifs, c'est déjà avoir la certitude d'être la meilleure personne et la seule et unique personne capable de bien accompagner un propriétaire sur son territoire. C'est de se dire, je suis le meilleur agent, le meilleur conseiller immobilier pour aller accompagner les personnes qui ont un projet immobilier sur mon territoire. Et à ce titre, je vais avoir un discours et une méthode et une attitude quelque part qui est alignée avec cette volonté quelque part de dire, ben,
je ne vais pas dans une optique parce que j'ai besoin de business, je ne vais pas chercher des mandats parce que j'ai besoin de business, je vais chercher des mandats parce que je sais que ces mandats-là sont la meilleure solution pour permettre à mes interlocuteurs de réussir leur projet immobilier. Ce n'est pas un sujet de vouloir en avoir, le sujet c'est de se dire quelle posture j'adopte pour être sûr d'être perçu comme étant d'égal à égal à mon vendeur. Non, je ne suis pas là parce que j'ai besoin de business, je suis là parce que j'ai de la valeur à t'apporter. Déjà, c'est un paradigme en termes d'état d'esprit, c'est de se dire non, l'exclusivité, ce n'est pas une méthode, même s'il y en a, c'est déjà une attitude. Et pourquoi le mandat exclusif? Parce que je dis souvent que c'est une arme anti-burnout, parce qu'à partir du moment où ça nous permet d'obtenir plus de trafic d'acquéreurs, donc d'aller générer de nouvelles opportunités, qu'on sait que c'est ce qui va nous garantir d'avoir une régularité et une prévisibilité de notre activité, alors c'est la garantie d'avoir une activité qui est beaucoup plus sereine, parce qu'elle va permettre de maîtriser son agenda, de maîtriser toute l'information au tiers du mandat, de maîtriser la relation avec mon vendeur, de maîtriser la négociation. Et comme je suis en pleine maîtrise de mon entreprise, comme je suis en pleine maîtrise de ce qui se passe sur mon portefeuille de mandat, alors évidemment, c'est beaucoup plus serein. Alors évidemment, c'est beaucoup plus épanouissant. Et en plus, et en plus, je suis dans une relation avec mes vendeurs qui est une relation de confiance et de qualité qui, du coup, va me permettre de mieux vivre mon métier. Je ne compte plus le nombre de conseillers immobiliers que j'ai accompagnés avec des très hauts niveaux de performance, mais qui finissaient par perdre le sens de leur activité, parce qu'une activité qui repose trop sur du mandat simple est une activité sur laquelle je maîtrise rien, et une activité sur laquelle je vais devoir aller courir après les acquéreurs, vouloir être le premier à faire la visite, travailler soir et week-end parce qu'il faut aller plus vite que les autres. Donc non seulement ça dessert l'intérêt de mon vendeur, mais en plus ça dessert la maîtrise de mon entreprise et l'épanouissement qui va avec. Et donc, j'attire aussi votre attention sur l'importance que ça a d'un point de vue business, oui, mais dans ce en quoi ce business vous permet de venir adapter votre entreprise à vos projets de vie. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour avoir un agenda qui tourne autour de votre bien-être en tant qu'entrepreneur, alors ça demande d'être dans la maîtrise. Et pour être dans la maîtrise, il faut avoir un stock conséquent de mandats exclusifs, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficient dans vos objectifs, parce que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs avec une consommation optimale de vos ressources. Et vos ressources, c'est quoi? C'est votre énergie, votre santé, votre argent, votre temps, toutes ces ressources fondamentales. Ben, vous avez moins besoin de mobiliser ces ressources-là pour atteindre le même objectif. Une fois qu'on a dit ça, alors oui, il y a toute la dimension émotionnelle. J'en parle rapidement parce que certains d'entre vous m'avaient entendu en parler très souvent et c'est vraiment au cœur de ma vision de ce métier. Mais pour avoir une connexion sincère avec nos interlocuteurs, évidemment que ça demande à comprendre que notre métier, c'est faire de la vente en situation émotionnelle complexe. Notre métier, c'est de comprendre que l'attachement émotionnel qui est lié au bien que nos propriétaires possèdent est la raison pour laquelle il y a un décalage de perception dans la valeur. Nos propriétaires vendeurs sont souvent déconnectés de la valeur réelle et de la valeur marché de leur appartement ou de leur maison. Et souvent, cette déconnexion, elle est liée au fait, on appelle ça l'effet de dotation, elle est liée au fait que ben, plus je possède un bien dans le temps, plus son délai de détention est long, plus j'ai tendance à m'associer à la valeur de ce bien. Alors, c'est toutes les expériences que vous vivez, vous avez l'impression que lorsque vous faites une estimation, un avis de valeur d'un appartement, d'une maison, on a l'impression que quelque part, à travers cet avis de valeur, on met un avis de valeur sur la personne et que la personne, elle va le prendre pour elle quand on va faire une remarque sur son appartement, sa maison, etc. Et donc, et en rajoutant aussi la quatrième dimension que vous voyez là à l'écran, c'est qu'en plus, comme il y a de fait beaucoup plus de caractéristiques positives dans un bien qu'il y en a de négatives, c'est normal qu'il y ait un décalage de perception de la valeur d'un bien entre quelqu'un qui y a habité pendant 10, 15 ou 20 ans et quelqu'un qui va le visiter pendant 2 fois 30 minutes. C'est sûr que notre propriétaire vendeur, il sait qu'à tel ou tel endroit de son jardin, il y a la possibilité de boire son café au soleil et le dimanche à 10h30 pile, c'est le meilleur des endroits pour profiter de sa maison. Lui, il le sait, lui, il met de la valeur là-dessus, mais un acquéreur qui va le visiter 2 fois 30 minutes ou vous en tant que professionnel, ben, c'est forcé que vous avez un décalage de perception. Donc toute cette charge émotionnelle liée à la possession de ce bien-là et tout ce que ça comporte dedans, vous savez que je vous parle souvent des souvenirs qu'il y a dans ce logement, des relations qu'on noue autour de ce logement, etc., crée un décalage de perception et prendre en compte ce décalage de perception, prendre en compte ce qui se joue derrière ce décalage de perception, c'est la garantie aussi de connecter de manière sincère avec notre interlocuteur qui va se sentir compris dans sa logique et dans sa démarche parce qu'il sait qu'on a compris que il vit quelque chose à travers ce projet immobilier et que ça a un impact opérationnel sur la perception qu'il a de ce projet immobilier. Et le fait de le comprendre va le mettre beaucoup plus à l'aise pour travailler avec vous dans le temps et vous faire confiance parce qu'il sait que vous l'avez compris.
Donc le processus, de manière très simple, c'est évidemment, c'est de montrer à notre propriétaire vendeur qu'il a le droit de vouloir essayer de vendre cher sa maison ou son appartement. C'est normal de vouloir essayer de vendre plus cher. Nous-mêmes, lorsqu'on nous dit que notre voiture cote à l'Argus 14 000 euros, on a envie d'essayer de la vendre 16 500. C'est humain de vouloir essayer de vendre plus cher quelque chose que l'on possède que sa valeur réelle. Déjà, quand vous dites à un vendeur que c'est normal et qu'il est comme tous les autres et que vous avez l'habitude parce que c'est votre quotidien, déjà, ça va le rassurer. Ensuite, on va lui expliquer la raison pour laquelle il espère plus que ce que ça vaut. Donc là, on va rentrer dans tout ce que je viens de dire avant sur cette charge émotionnelle, cette perception qu'il a, qui vient créer ce décalage de perception sur le prix. Et ensuite, et on rentrera dans le détail tout à l'heure là-dessus, on va lui donner une hauteur de vue stratégique sur les effets que va avoir ce choix sur le prix de la commercialisation. Donc on va lui expliquer pourquoi, euh, en fonction du prix qu'il va décider ou qu'on va co-construire avec lui de mise sur le marché, ben ça va avoir tel ou tel impact sur la commercialisation, telle ou telle attractivité du bien sur le marché, avec telle ou telle conséquence. Et ça, on le verra tout à l'heure, on va pouvoir établir des scénarios avec lui. Et ensuite, fort de ça, eh ben, on va choisir ensemble avec notre propriétaire vendeur le moment où il faudra réagir compte tenu des délais de vente moyens sur notre marché. Monsieur le vendeur, de ce que je sais de notre marché aujourd'hui, si on ne rectifie pas le tir dans 15 jours ou dans 3 semaines, bah alors on met en danger la commercialisation parce qu'elle viendrait à durer trop longtemps par rapport à ce qu'on a l'habitude de constater. Et on va caler avec lui ce qu'on appellerait un F3. J'ai mon R1, j'ai mon R2, et je vais caler mon R3 qui va être quelque part mon premier rendez-vous de suivi vendeur qui va servir à constater les effets de la commercialisation et de voir ce qu'on doit faire pour réagir, et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais en résumé, vous le savez, c'est bien cet attachement émotionnel qui explique en grande partie pourquoi un vendeur est probablement la pire personne pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une transaction immobilière, pourquoi ça a du sens et que ça donne du sens à notre métier d'être accompagné par un professionnel pour ça. Et puis, il y a une dernière dimension, cette dimension de viser le 100% mandat exclusif, c'est celle-ci. Un jour, j'échangeais avec un professionnel de l'immobilier que j'accompagnais, et puis c'était l'après-midi, et il me dit, Sébastien, ce matin, j'ai pris un mandat. Je dis, bah, c'est super. Il me dit, mais que j'aurais jamais pris en temps normal. Je dis, bah, qu'est-ce qui fait que tu as pris un mandat que tu n'aurais pas pris en temps normal? Donc, on creuse et on travaille là-dessus, et puis il m'explique que le matin, avant d'aller au rendez-vous, il a regardé son portefeuille de mandats. Il est rentré dans son logiciel métier et il est allé regarder bah, combien j'ai de mandats, c'est quoi que j'ai actuellement en portefeuille. Et puis, il s'était aperçu qu'il avait plus que 2 mandats en stock. Alors, il le savait, hein, mais il est allé faire ce travail-là et il a vu, bon, bah, j'ai plus que 2 mandats. En plus, celui-là, c'est pas demain que je vais le vendre. Et il est parti en rendez-vous avec cette idée de pénurie. Et il y a cette étude dont je vous parle parfois qui s'appelle Pourquoi les pauvres prennent de mauvaises décisions. Ce qu'on sait, et c'est prouvé scientifiquement, c'est que si toutes nos décisions sont prises par le prisme de la pénurie, de ce qui nous manque et de ce qu'on a besoin d'aller chercher pour combler ce manque, alors forcément, d'une manière ou d'une autre, on va se compromettre. On va peut-être accepter des choses qu'on n'accepterait pas en temps normal, et on va rentrer dans un cycle de prendre des décisions qui sont contre-productives pour soi, parce qu'elles sont faites dans l'urgence et la pénurie, et pas avec une vision sereine de long terme. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là avec cet agent qui, en temps normal, n'aurait jamais pris ce mandat, et on va voir pourquoi et comment le déterminer, et qui s'est senti obligé de le prendre parce qu'il s'est dit, sur un malentendu, ça peut marcher, ce qu'il n'aurait jamais accepté s'il avait eu suffisamment de business déjà de près. Et c'est pour ça que le meilleur moyen d'obtenir plus de mandats exclusifs, c'est d'avoir aussi plus d'opportunités d'en rentrer des mandats exclusifs. Parce que du coup, comme je sais que j'ai d'autres opportunités cette semaine, la semaine prochaine d'en rentrer, c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir dire non à un mandat que je juge pas vendable ou qui ne serait pas un mandat qui apporterait quelque chose à mon entreprise. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut modéliser un processus qui permet d'avoir plus de discipline quand il s'agit de faire ce choix? Parce que quand je suis face à un vendeur et que je dois quelque part faire le choix de dire, mais quelque part, est-ce que ce mandat, j'ai envie de le rentrer, j'ai pas envie de le rentrer, sous quelles conditions, etc. Ben, quand je suis dans l'émotion liée à mon business, ben, peut-être que je ne prends pas toujours les bonnes décisions pour moi. Et pour avoir plus de discipline, j'aime bien travailler sur une forme de matrice qui va essayer de déterminer quels sont les critères selon lesquels je décide de prendre ou de ne pas prendre un mandat. Et je vous invite vraiment à faire ce travail-là pour chacun et chacune d'entre vous. C'est de se dire, OK, si demain je devais refuser de prendre un mandat, quels sont les critères qui feraient que je le refuse? Je vous ai mis 6 critères et on va voir comment on les travaille. Premier critère, c'est déjà combien d'agences on est à s'occuper du mandat en question. Donc, en gros, est-ce que c'est un mandat que je vais pouvoir prendre en exclusivité? Est-ce que c'est un mandat que je vais devoir prendre en mandat simple? Si je dois le prendre en mandat simple, parce qu'on va être 2, 3, 4, 5 à s'occuper du même mandat. Donc, combien d'agences? Deuxième critère, le prix. Voilà mon estimation, voilà mon avis de valeur, voilà ce qui me paraît être le prix réel de marché, quel prix le vendeur souhaiterait le vendre, est-ce que le décalage est élevé, est-ce qu'on est dans le prix, est-ce que c'est 5%, 10%, 15%, 20%, et ça aussi, on va le déterminer.
Troisième chose, ce mandat, il se trouve où? Parce que souvent, je vois des conseillers qui vont aller rentrer un mandat à 1 heure et demie de route. Bon, ben, il y a peut-être des mandats qui en valent la peine, des mandats qui en valent moins la peine. Et on va regarder comment on travaille ça. Je vais regarder l'urgence du projet et le sérieux du projet. Est-ce que je suis face à un vendeur qui s'est donné 2 mois pour vendre? Est-ce que je suis face à un vendeur qui s'est dit non, mais si je ne vends pas en 2025, je vendrai en 2026? Est-ce que c'est un vendeur qui dit bah non, mais si j'arrive pas à vendre, je le mettrai à la location? Bref, c'est quoi le projet et c'est quoi l'urgence du projet? Cinquième critère, quels sont les honoraires potentiels? Est-ce qu'on est en train de parler d'un bien sur lequel il y a un potentiel de 4 000 euros d'honoraires ou 3 000 euros d'honoraires? Ou est-ce que c'est un bien sur lequel il y a 25 ou 30 000 euros d'honoraires? Et puis le dernier, bah, c'est l'envie, c'est les tripes, c'est le niveau de connexion que j'ai avec mon vendeur. Est-ce que mon vendeur, j'ai une bonne relation avec lui, je suis en confiance? Est-ce que je sens qu'il me cache des choses? Est-ce que je sens qu'on va pouvoir travailler main dans la main pour l'aider à accomplir son projet? Est-ce qu'il va y avoir de la friction dans le processus? Est-ce qu'on s'entend vraiment bien? Ça aussi, je vais me poser un certain nombre de questions. Et en fait, ces 6 critères, on va les positionner dans une matrice. Vous savez, c'est comme un peu les toiles d'araignée que l'on a dans certains tests que l'on passe ou à l'époque dans les joueurs sur FIFA ou Pro Evolution Soccer, où en fonction d'un certain nombre de critères, ça venait déterminer une forme de toile d'araignée. En fait, je vais positionner ces 6 critères dans une matrice et je vais positionner, je vais la graduer. Je vais dire, OK, où est-ce que je suis dans la graduation entre c'est une exclusivité où il y a 2 agences, 3 agences, 4 agences? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas aujourd'hui dans mon business? Et là, encore une fois, il y aura autant de réponses que de personnes. Je viens de démarrer mon activité, je suis peut-être prêt à prendre des mandats sur lesquels on va être 2 agences à s'occuper du bien ou 3 agences à s'occuper du bien. J'ai un peu plus de seniorité, j'ai un peu plus d'habitude, j'ai déjà pas mal de mandats à m'occuper. Je décide qu'à partir de maintenant, je ne prends des mandats que à la condition que ce soit des mandats exclusifs. Donc, je vais venir positionner ça dans ma matrice. Moi, j'ai un peu plus de latitude, je suis prêt à prendre des mandats dont l'estimation est 10% au-dessus, enfin 10% en dessous du prix souhaité. Peut-être moi non, si je prends le mandat que au prix, sinon je risque de perdre trop de temps par rapport à tous les autres mandats que j'ai déjà à la vente. Et je vais positionner. Et je vais faire ça avec chacun des critères. Le temps de déplacement. Je suis là au début de mon activité, je suis OK pour aller prendre un mandat à 1 heure. Non, j'ai un peu plus de seniorité. Moi, je reste dans un rayon de 30 minutes autour de mon agence ou autour de chez moi parce que j'ai besoin d'être plus efficace, parce que j'ai pas trop de temps à perdre. Et ce que je ne suis pas capable d'assurer, ben, je vais le déléguer à quelqu'un ou je vais envoyer ou apporter l'affaire à quelqu'un d'autre. Et donc, quelque part, chacun et chacune d'entre vous, vous allez quelque part déterminer ce que vous êtes prêt à accepter ou ne pas accepter et ce à quoi vous êtes prêt à renoncer ou pas par rapport à là où vous en êtes dans la maturité de votre entreprise. Et c'est là où chacun d'entre vous va s'adapter, même situation, comportement différent en fonction de comment vous avez envie de bâtir votre entreprise. Est-ce que vous avez envie de la faire comme un artisan, avec moins de business mais très qualitatif, plus industriel, avec déléguer de ça à des équipes, etc. Chacun va avoir sa vision et en fonction d'un même potentiel business, on ne va pas réagir de la même manière. Et je trouve que faire ce travail-là, c'est se donner la possibilité d'avoir une forme de discipline et de ne pas laisser trop de place à l'émotionnel au moment de décider de ne prendre ou ne pas prendre tel ou tel mandat. Et puis le dernier pilier, ben, c'est une fois que j'ai rentré ces mandats exclusifs, c'est de viser de les vendre à 100% et d'essayer le plus possible d'obtenir le sourire des deux parties. Et je vais aller rapidement sur cette partie et je conclurai là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure le R3, je vous ai dit les différents scénarios. Ben, en fait, au moment de la prise de mandat, je vais déterminer un certain nombre de scénarios avec mon vendeur. Et c'est à partir de ça que je vais faire mon suivi. Monsieur le vendeur, si on a beaucoup d'appels, qu'on a pas mal de visites, qu'on commence à avoir des offres, tout va bien, il n'y a pas de baisse de prix à envisager, on continue comme ça, au moment de notre R3. Par contre, monsieur le vendeur, si au moment de notre R3, on constate que on a quelques appels, ça déclenche pas ou peu de visites et pas d'offres, alors peut-être qu'il faudra qu'on détermine ensemble qu'il faut qu'on baisse le prix de peut-être 5% pour relancer l'activité. Par contre, monsieur le vendeur, si lorsqu'on fera notre R3, on constate qu'il n'y a quasiment pas d'appels et surtout pas de visites, alors peut-être qu'il faut qu'on ait un comportement plus agressif sur le prix et qu'on le baisse peut-être de 10% ou plus. En fait, pour chacun de vos mandats, au moment de la prise du mandat et en fonction du montant auquel vous prenez votre mandat par rapport à votre estimation, vous allez déterminer des scénarios avec votre vendeur. Et en fait, le fait, encore une fois, de mettre en place ces scénarios, c'est le même principe que juste avant, c'est de vous donner une forme de discipline pour savoir quoi faire à quel instant avec votre vendeur et faire acter à votre vendeur que si on constate X, alors on corrige de la manière Y, etc. Et le jour J, vous êtes confort, je dis, bah voilà ce qu'on avait prévu ensemble. Là, ça fait 15 jours ou ça fait 3 semaines que c'est commercialisé. Voilà ce qu'on constate, voilà ce qu'on avait déterminé ensemble, voilà donc ce qu'on doit faire si on veut pouvoir relancer l'activité sur votre bien. Et donc, établir ces scénarios en amont, ça va beaucoup vous aider dans votre suivi vendeur parce que vous allez vous reposer sur quelque chose qui aura été programmé avec votre vendeur. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un propriétaire vendeur, quelque part, d'être pris en otage de la relation commerciale et de ne pas savoir comment ça va se passer et de découvrir à un instant T que vous allez lui demander de baisser son prix ou d'accepter telle ou telle offre d'achat.
Si ça a été acté avec lui en amont, alors c'est beaucoup plus facile à faire accepter. Et cette transparence, elle est vraiment fondamentale pour nos vendeurs, parce qu'on sait que le suivi vendeur, c'est vraiment l'endroit où on nous fait le plus de reproches dans notre métier, c'est de ne pas suffisamment bien suivre nos mandats. Alors nous, on a l'impression de bien les suivre, mais eux, ils ont le sentiment de ne pas être suffisamment bien suivis. Donc c'est qu'il y a un décalage de perception dans la fréquence des points de contact et la qualité de ces points de contact. Pour ça que régulièrement, là, je vous ai mis le logo WhatsApp, mais ceux qui me suivent depuis longue date, vous savez que je préconise d'avoir un canal de communication qui vous permet de faire vivre en temps réel la vie de votre mandat. Tout ce que vous faites pour le mandat en question, c'est de le faire vivre au quotidien, ne serait-ce que pour que votre vendeur, il se dise, OK, je suis entre de bonnes mains, je suis face à un agent qui travaille. Et je sais que vous travaillez tous, mais le faire savoir à votre vendeur, c'est au moins aussi important que de faire les actions en question. Donc à chaque fois qu'il y a des actions qui sont opérées sur la vie de mon mandat, je vais en informer mon propriétaire vendeur dans ce canal de communication. Comme ça, il finira par admettre que si le bien n'est toujours pas vendu, c'est pas parce que mon agent immobilier ne travaille pas, mais c'est parce que je dois baisser mon prix. Et comme je vous dis toujours, nos clients nous pardonneront toujours plus l'erreur que l'absence. On a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas tout réussir, mais on n'a pas le droit, et surtout dans les périodes de crise comme celle qu'on vit aujourd'hui, de ne pas être présent pour nos vendeurs. Et à ce titre, en termes de suivi, je vais structurer mes bons de visite. Et ça, je vous donne toujours un exemple. Et puis, vous aurez le support disponible en Market Center pour ceux qui souhaitent obtenir le support, dans lequel je vous préconise un canevas pour faire vos comptes rendus de visite, très précis, qui met notamment l'emphase sur le caractère concurrentiel du bien sur son marché. Et ce compte rendu, il va chercher à mettre l'emphase sur le fait que si les personnes ne se sont pas positionnées sur le bien en question, c'est simplement parce qu'ils ont visité d'autres choses qui étaient mieux, soit parce qu'elles étaient équivalentes mais moins chères, soit parce qu'elles étaient au même prix mais de meilleure qualité. Parce qu'on achète toujours par effet de contraste. Notre compte rendu de visite, il doit avoir vocation à faire prendre conscience de ce décalage et cette concurrence qu'a le bien sur son marché, et que c'est la raison pour laquelle l'acquéreur a décidé de ne pas donner suite. Hein, donc, vous verrez, vous avez le canevas qui vous aidera à mieux structurer vos comptes rendus de visite. Et puis dans tout ça, lorsqu'il s'agit de suivre nos vendeurs, il faut être prêt à leur partager des vérités qui dérangent. Et je vous partage souvent ce concept de bienveillance radicale. Et dans ce concept, c'est vraiment cette idée de pouvoir dire des vérités qui parfois dérangent nos vendeurs, mais parce qu'on a créé le bon niveau de proximité, le bon niveau d'empathie, le bon niveau de confiance avec lui, alors on a créé une relation dans laquelle on est capable de lui dire parfois des vérités qui le dérangent, comme baisser son prix, accepter une offre d'achat un peu radicale, faire des travaux, voilà, devoir faire des choses ou accepter des choses qui intuitivement il n'est pas prêt à accepter, mais qu'il va accepter, non seulement parce que factuellement on lui a mis les éléments sous les yeux, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi parce qu'on a créé un niveau de relation avec lui qui lui a permis de comprendre qu'on était en côte à côte et pas en face à face, et qu'on était là pour l'accompagner dans ce projet. Et à ce titre, on est beaucoup plus confort pour lui dire, là, il faut vraiment baisser le prix à tel prix, là, il faut vraiment accepter cette offre d'achat parce que je pense qu'on n'en aura pas de meilleure, mais d'être prêt à lui dire des vérités qui le dérangent parce qu'on a créé cette proximité avec lui. Sinon, on va tomber dans l'une ou l'autre des autres cases que je détaille régulièrement, dans lesquelles on tombe tous, qui font qu'on n'a pas toujours la bonne mesure de la relation que l'on a créée, ce qui ne nous permet pas toujours de créer la bonne mesure dans la franchise qu'on veut avoir dans la communication qu'on a avec notre vendeur. Donc ça aussi, en termes d'alignement sur qui je suis, c'est de s'assurer que vous êtes suffisamment bien aligné avec votre vision de votre business, votre vision de là où vous voulez l'emmener, de ce à quoi ça doit vous permettre d'obtenir et de comment vous voulez accompagner au mieux vos vendeurs pour parfois leur dire des choses qui ne leur font pas plaisir, mais qui sont exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre pour le bien de leur projet immobilier. Et puis, en conclusion, j'avais envie de conclure avec ça aujourd'hui. Euh, Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, mais vous savez, il y a cette phrase qu'on entend beaucoup dans les avions, hein, et cette analogie, elle est beaucoup utilisée, et j'aime bien la reprendre. En cas de dépressurisation de la cabine, en avion, équipez-vous du masque à oxygène qui tombera du plafond ensuite, et ensuite seulement, aidez les personnes qui en auraient besoin autour de vous. Et vraiment, ce que je vous souhaite de mieux pour cette année 2025, c'est de vous remettre au centre de votre entreprise, parce que vous savez, quand on est agent, on est très souvent ce qu'on appelle un solopreneur. Donc, on est vraiment cette entreprise à nous tout seuls, qui fait l'administratif, qui fait le marketing, qui fait le financier, qui fait le comptable, qui fait la livraison du service, qui fait le commercial, etc., etc. Et on doit savoir maîtriser tous ces enjeux-là autour de notre activité, et souvent très seul. Et du coup, ça veut dire que le meilleur actif de l'entreprise, ça devient l'entrepreneur lui-même. Et vraiment, cette idée de prendre soin de vous d'abord et avant toute autre chose, avant de vouloir déployer quoi que ce soit et d'aider qui que ce soit d'autre, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on entend cette phrase-là dans les avions. Et vraiment, j'aimerais que vous repartiez avec ça aujourd'hui, c'est de se dire, OK, comment je structure mon activité en 2025 en me remettant au centre de cette activité-là, parce que c'est le moyen le plus puissant de l'amener là où j'ai envie de l'amener et de m'aider à atteindre les objectifs qui sont les plus importants pour moi. Voilà.
Voilà ce que je voulais vous partager pour conclure cette conférence. Je dépassais un tout petit peu le timing, mais pas trop, mais un petit peu. Donc, je vais jeter un coup d'œil rapide dans le chat pour voir si je peux répondre à deux, trois questions qui auraient été posées pour essayer de vous apporter un peu de valeur pour terminer. Je vais arrêter le partage de mon écran. Et comme ça, je vais pouvoir regarder s'il y a des questions. Alors, il y a quelques questions sur les taux de transformation que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai que très souvent, j'évoque le fait que un agent à minima qui débute, on doit pouvoir attendre un taux de transformation d'au moins 25% de ses rendez-vous en mandat exclusif, donc 1 sur 4, et de transformer les 3 quarts de ces mandats exclusifs en vente. Évidemment, certains d'entre vous, 4 rendez-vous vendeurs, c'est 3 exclus. D'autres, vous allez transformer 100% de vos exclus. Mais pour donner un ordre d'idée, quelqu'un qui aurait un niveau de maturité business qui est un peu plus faible doit à minima réussir très rapidement à transformer un rendez-vous sur 4 en mandat exclusif et 75 à 80% de ces mandats en vente. Merci pour vos vœux. Yes. Piqûre de rappel pour certains, quelques concepts un peu nouveaux. Évidemment, le temps ne nous permettait pas de rentrer dans un grand niveau de détail. Donc, ceux qui avaient la chance d'être en Market Center Keller Williams, ben, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos leaders dans vos Market Center pour aller maintenant rentrer dans plus de détails sur chacun de ces sujets. J'ai produit beaucoup de contenu qui est à disposition qui permet de rentrer dans le détail de ces sujets-là. Et puis pour ceux qui ne le sont pas, ben, n'hésitez pas à vous rapprocher. Toutes les formations, tous les contenus chez Keller Williams sont ouverts à l'ensemble des agents, quel que soit leur réseau et leur appartenance. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un market center en local si vous voulez approfondir certains de ces points-là, parce que tout le contenu est à disposition de tout le monde. Yes, et la présentation, même chose. La présentation, elle est mise à disposition des market centers Keller Williams. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un team leader du market center qui vous a invité à cette conférence pour pouvoir obtenir la présentation. Donc, je vois qu'il n'y a pas beaucoup plus de questions, beaucoup de remerciements. Donc, j'en profite du coup pour vous souhaiter de nouveau, salut Alain, je vois quelques noms que je connais bien. Voilà, j'en profite de nouveau pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. C'était un grand plaisir de démarrer l'année avec vous, vraiment. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous, pour vos proches et pour vos entreprises. Et je vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine visio très très vite. Ciao, ciao.